Merci beaucoup, Madame Tarmur Valéane. On verra si je maîtrise le français. Je remercie Madame Selma Zayan Galia et Monsieur Kadiri et bien sûr Madame Tarmur Valéane pour l'invitation. Comme Madame Valéane l'a mentionné, mon petit exposé aujourd'hui, c'est sur la théorie des graphes. C'est une théorie topologique et les réseaux et l'aspect transdisciplinaire que ce genre d'études apporte. Euh, euh, En fait, j'ai ajouté ce sous-titre en bleu ici du métro de Montréal ou bien de Montpellier, euh, de Montréal ou de Montpellier jusqu'à la BN et la RNN. C'est le même bagage mathématique qui explique beaucoup de systèmes à travers les disciplines, en fait. Donc, le plan de mon petit exposé, c'est que je vais définir la transdisciplinarité. Il y a plusieurs définitions. Je vais utiliser les définitions du philosophe Edgar Morin. Et puis, définir qu'est-ce qu'un réseau et comment le représenter mathématiquement. Et puis, comment ces réseaux dans divers domaines satisfont à cette définition du métro de Montréal, bien Montpellier à l'ADN, et quoi faire de ces représentations mathématiques de ces réseaux. Et puis, je vais finir par un exemple de mon propre travail, comme exemple de milliers d'exemples de l'utilisation de ce genre de formalisme mathématique. Donc, définition d'Edgar Morin. Voilà, Edgar Morin, il a 102 ans, il va avoir 102 ans, je pense, en juin, et c'est une personne, un philosophe français. Il définit la transdisciplinarité de cette façon, de cette manière, en ce qui concerne la transdisciplinarité. Il s'agit souvent de schèmes cognitifs. Donc, il y a trois éléments dans cette définition, schèmes cognitifs, qui peuvent traverser les disciplines, parfois avec une virulence telle qu'elle les met en transe. Donc, je vais me focaliser sur ces trois aspects dans ma présentation, dans mon exposé. Donc, qu'est-ce qu'un réseau et comment le représenter mathématiquement? On m'a dit qu'il ne faut pas être technique dans ce colloque, donc je m'excuse pour, pour être extrêmement déficient en tant que détail, mais je pense que ça va donner l'idée en tout cas. Donc, les schèmes, la première partie de la définition, schème cognitif. Donc, ça, c'est l'idée de réseau ou du graphe, la topologie, en fait, la connectivité. C'est pour cela que je donne l'exemple du métro, de la carte du métro. Mais qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe, c'est essentiellement composé d'arêtes et de lignes ou de liens joignant les arêtes entre les arêtes, les sommets, ils s'appellent aussi les sommets. Et ça peut être des graphes symétriques, là où la direction d'un des sommets à un autre n'importe pas, mais ça peut être aussi un graphe dirigé ou orienté, là où il y a différents poids pour les différentes directions de transition entre un des points et l'autre. Donc, il y a ça, c'est par exemple des probabilités. Les probabilités vont de 0 à 1. 0, c'est impossible. 1, c'est 100%. Donc, ici, il y a une probabilité très faible de 10% d'aller de A à B, ou bien de C à B, ou bien de C à D. Il y a 0,5%, pardon, 50% d'aller de C à D, 50% d'aller ici. Bien sûr, la somme de toutes les probabilités d'aller d'un point à n'importe quel autre point doit être exactement 1, mais le contraire n'est pas valable. Donc, si vous ajoutez 10% d'aller de A à B, donc ça doit être 90% parce qu'il y a 0 de A à C. Donc, quoi faire avec une chose comme ça? On les représente par des matrices, qui est un construit mathématique qui est à la base de l'algèbre linéaire et un point qui est saliant que les ordinateurs sont très bons
manipuler l'algèbre linéaire. Donc, ici, comment on représente ça? On donne une numérotation ou une labeling, là où un A, B, C, D, et là où il y a une liaison, on met un 1, là il n'y a pas de liaison, on met 0, donc A et B sont reliés, il y a un 1 ici, et c'est symétrique parce que le graphe ici est non directionné, et donc il y a un 1, là où il y a une liaison, il y a 0 entre A et C parce qu'il n'y a pas de liaison entre A et C. Clair. L'autre, c'est un peu plus complexe, un peu, parce que là où on met les probabilités, et ça, ce n'est pas une matrice symétrique, c'est une matrice dissymétrique, là où on met les probabilités de transition entre un état et l'autre. Comment ces réseaux dans divers domaines satisfont à cette définition, donc du métro de Montpellier jusqu'à l'ADN ou le RNN? Donc maintenant, je me focalise sur le second élément de cette définition, traverser les disciplines depuis la chimie, le génie, la biologie, la sociologie, l'économie, qui est au centre même de l'apport de M. Bassarab Nicolescu sur la transdisciplinarité. Donc voilà le métro de Montréal. Pardon. Et c'est une connectivité immuable dans l'espace et dans le temps. C'est frozen in space and time. Et le graphe du cerveau, et il y a une hiérarchie, il y a des graphes au niveau des cellules, ou bien il y a des graphes au niveau des régions du cerveau, où toute une région, toutes des millions de cellules sont prises comme un seul sommet et il est relié aux autres. Donc, il y a des niveaux hiérarchiques. On peut décrire le même objet par différents niveaux de résolution. Ça, c'est une connectivité dynamique dans l'espace et dans le temps parce que les connexions changent entre les neurones en fonction de l'apprentissage. Le graphe des relations sociales, comme Facebook, le graphe qui pour modéliser les pandémies comme le Covid ou bien la grippe. Ici, vous voyez beaucoup de connexions entre les sommets parce que si j'ai la Covid, je vais au centre commercial, j'infecte milliers de personnes. Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de lignes ici qui s'entrecroisent. Ça, c'est un graphe dynamique dans l'espace et dans le temps. Je ne sais pas si on considère ça quand on regarde un match de football, mais en fait, c'est un graphe qui change continuellement avec le temps et l'espace. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement, c'est le graphe des réactions biochimiques, là où chaque point, chaque sommet, c'est une molécule ou bien un composé ou une protéine, et puis les relations ici, ce sont des réactions chimiques qui ont une certaine cadence, qui ont un certain taux, et ils sont compartimentalisés. Donc, il y a certaines réactions qui se passent dans le mitochondre, certaines se passent dans le cytosol. Par exemple, le cycle de Krebs ici, si vous reconnaissez, ça se passe dans le mitochondre, la glycolyse, le métabolisme des acides gras, des graisses, ça se passe dans le cytosol, hors du mitochondre, etc. Et voilà un graphe type série de chaînes de Markov, là où, par exemple, on commence à voir où ça mène ce genre d'études. Parce que si vous avez, par exemple, pour un exemple tout à fait simple, on simplifie la situation économique en 3 états, que ce soit le marché haussier, le marché baissier, le marché stagnant, nommez-le état 1, état 2, état 3. Donc, et disons qu'on va partitionner, on va sectionner le temps dans des périodes de 5 ans ou de 10 ans, comme vous voulez. Donc, en étudiant l'histoire économique du pays ou bien de la province, vous avez vous pouvez convertir les fréquences en probabilité en assumant que le nombre va à l'infini. Et quand vous faites ça,
vous avez un graphe, une chaîne de Markov, qui va vous donner les probabilités de transition. Si vous avez haussier, vous avez une très grande probabilité, les 5 ans d'après, 90% de probabilité, ça va être aussi haussier. Vous avez beaucoup, si vous êtes dans le marché stagnant, donc vous avez 50% de probabilité de rester les 5 ans qui viennent en marché stagnant, 25% haussier, 25% baissier, etc. Et bien sûr, comme je l'ai dit avant, la somme de toutes les flèches qui vont d'un point doivent sommer à 100%. Ça doit. Avec une toute petite manipulation mathématique, on peut prouver que si je suis dans un état qui est décrit par un vecteur d'état, d'ici un vecteur à 3 lacunes, là où ça, par exemple, c'est l'état numéro 1, le haussier, ça c'est le baissier, ça c'est le stagnant. Si je sais que je suis dans un état baissier, donc c'est le numéro 1, ici c'est je mets un 1 parce que c'est 100%, je sais qu'il est là, donc ça c'est la probabilité de 100%, je suis dans l'état baissier, 0% de haussier, 0% stagnant, et je veux prédire les probabilités de l'économie dans 3 périodes. Donc, en 15 ans, si on partitionne le temps dans des sections de 5 années, donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cette matrice, je la multiplie par 3, par 3, non, pas par vous, pardon. Par 3, c'est mon accent égyptien, pardon. Et donc, pardon. Donc, vous multipliez la matrice en utilisant les méthodes de l'algèbre linéaire normale et voilà, vous multipliez le vecteur d'état présent avec la matrice de transition qui est ici la matrice multipliée par 3, la matrice au cube, et vous obtenez cette sorte de probabilité. Donc, si vous êtes dans un état sûr, maintenant vous êtes dans un état baissier, vous êtes sûr, vous savez, les probabilités dans trois sections temporelles, donc dans 15 ans, vous auriez 36% de probabilité d'être dans un état haussier. Vous êtes probablement allé à un état baissier aussi parce que vous avez 57% de chance et très probablement 0,7% d'aller à un état stagnant. Donc, c'est ça ce qu'on peut prédire. Et aussi, quand ils modulent le climat, c'est comme ça qu'ils font ce genre de prédiction. À l'ADN, si on va à l'ADN, vous avez par exemple, pardon, ça c'est pas l'ADN, ça c'est les RNA. Comment ça se dit RNA? ARN, ok. ARN. Donc, vous avez les 4 bases de l'ARN, pardon, ça c'est l'ADN, parce que ça s'élimine, sinon ça a été uracé. Donc, ça c'est de l'ADN en fait. Donc, il y a l'apparition des bases dans la séquence, dans le langage génétique est inscrit par les bases chimiques les 4 bases de l'ADN, non? Donc, c'est un langage, c'est comme l'anglais, le français, il y a des fréquences des bases et il y a aussi des fréquences de Markov, parce que s'il y a une telle base, quelle est la probabilité que la base suivante va être, par exemple en anglais, s'il y a le Q, il y a toujours un U. Très haute probabilité. S'il y a un T, il y a une très haute probabilité d'avoir un H. La même chose ici. Vous avez, s'il y a par exemple cette base ici, le T, vous avez 50% de chance d'avoir un T après, etc. Donc, on utilise ça dans les études évolutives parce que vous pouvez faire une sorte de hiérarchie évolutive sur les propriétés informationnelles en utilisant les théories d'information de Claude Shannon pour classifier les organismes et retrouver la classification taxonomique qui est basée sur des morphologies, des propriétés macroscopiques de l'organisme. Que faire de ces représentations mathématiques des réseaux? Et aussi un exemple issu de mes propres
recherche, je combine ces deux points. Donc, les réseaux graphiques moléculaires complets et incomplets. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau complet et qu'est-ce que c'est un réseau incomplet? Je les contraste ici. Ça, c'est une représentation bien classique dans n'importe quel livre de chimie organique. Vous avez la molécule ici d'acide acétique, c'est double liaison OCOH, CH3. Donc, on met un trait entre les atomes qui sont liés chimiquement, mais cette vue ignore toutes les interactions complexes entre les atomes qui ne sont pas liés. Et il n'y a aucune raison pour négliger ces interactions parce que ça existe. Ce sont des objets dans l'espace, il y a des attractions, il y a des répulsions entre les électrons, entre les noyaux, tout ça. Bien sûr, en général, mais pas toujours, les interactions dominantes sont entre les atomes qui sont reliés par une liaison chimique. Mais on a proposé il y a quelques années, mon groupe, d'élargir cet aspect à un réseau complet. Et la différence est le réseau incomplet, il y a une liaison entre certaines paires d'arêtes, mais le réseau complet, il a des liaisons entre toutes les paires d'arêtes, tout le monde. Alors celui-là, il interagit et avec ça, et avec celui-là, et avec celui-là, et avec celui-là, et avec, etc. Non seulement avec le carbone auquel il est attaché chimiquement. Et comment on définit ces lignes? Ces lignes, ce sont des lignes d'échange d'électrons. C'est une densité d'échange, comme on appelle dans la chimie quantique, qu'on intègre numériquement. Et ça donne un numéro, un nombre, qui est le nombre d'électrons qui est shared, qui est, comment on dit shared, partagé, merci, entre les deux atomes. Et le reste, c'est le nombre d'électrons qui est en général, en moyenne, résident dans le bassin atomique. Voilà un genre de résultat pour cette molécule, là où il y a, par exemple, C1, le carbone numéro 1, il a environ 4 électrons qui y résident en moyenne tout le temps, mais ce carbone, il partage 0,5 électrons avec ce carbone, il partage presque rien avec O3, comme on peut prédire de la structure chimique ici, etc. Et cette matrice contient énormément d'informations, je n'ai pas le temps d'y commenter en détail, mais on les utilise pour maintenant prédire des propriétés biologiques, chimiques, physico-chimiques, pharmacologiques, ainsi que des propriétés des matériaux avec une précision vraiment surprenante. Voilà un problème difficile, c'est de prédire le point d'ébullition des hexanes en fonction de leur topologie, comment ils sont connectés, les atomes. Ça, c'est des problèmes difficiles, mais voilà la prédiction en utilisant ces matrices. Ça, c'est un problème facile. Si ça ne fonctionne pas ici, ça ne va fonctionner pour rien. Ça, c'est les acides acétiques substitués par le fluor. L'acidité qui est mesurée par le pKa est très bien prédite. Et si on va dans un problème beaucoup plus difficile, où il y a un site actif et un site qui module l'activité, comme le site S ici, numéro 15, donc ça, c'est un problème difficile. Et aussi, ça fonctionne parfaitement. On peut prédire très bien l'effet des substitutions ici très lointains au site actif sur l'activité mesurée par l'acidité du site actif. De sorte que, même dans la Bible des chimistes et des physiciens, on a détecté une erreur. Cette entrée, c'est en fait 5,03. C'est une grosse erreur. C'est pas petit. Et parce que, ça c'est une référence très importante, on l'apprend comme c'est la Bible, c'est ce qu'il y a là dans le Chemistry and Physics Handbook. C'est nickel comme vous dites en France. Donc, ça, on a détecté discordance
entre la prédiction du modèle et ce qui était ici. Et en fait, quand on est allé à la littérature primaire, c'est exactement ce que nous avons prédit. Et il y avait effectivement une erreur dans le Chemistry Physics Handbook qui ne... Bon, ça va. C'est pas la question de l'erreur, c'est la question du pouvoir du modèle à prédire les propriétés. Donc, en guise de conclusion, la dernière partie de cet exposé, c'est là où Monsieur Morin appelle en transe qui est au-delà des détails qui ont mené à ces résultats que je viens d'exposer. Merci beaucoup.